Juste quelques points qui étaient soulevés la dernière fois. Un truc qui n'est pas forcément clair, c'est l'utilisation du mot soi. En fait, ce genre de travail, c'est pas des choses qui sont forcément très répandues en France. Il n'y a pas un vocabulaire qui est bien établi, mais c'est ce qu'en anglais on appelle self. Donc on dit par exemple yourself, donc toi-même, soi-même. Donc on utilise le mot soi. Certains parleront d'ego. Moi, j'aime pas trop le terme ego parce que ça met directement une séparation entre nous, comme si c'était une chose extérieure à nous, en fait. Voilà, on en parle à la troisième personne, comme si c'était extérieur, comme si c'était distant et hors de nous. Or, moi, quand je parle du soi, je parle vraiment de la personne qu'on est là, 99,99999% du temps. Il faut se rendre compte que ce mécanisme qui parle de l'ego à la troisième personne, qui met un L' devant ego, c'est l'ego. La raison pour laquelle on veut parler de ça à la troisième personne, c'est pour dire je ne suis pas ça, je l'observe de l'extérieur, je m'en dédouane. Quand on parle du soi, c'est beaucoup plus proche. Comme le mot anglais self, yourself, toi-même. Donc voilà, ici quand je m'adresse à vous, que je dis toi, il y avait des gens qui me disaient oui, mais moi, tu parles du vrai moi, le moi pur, sans qualité, sans aucun attribut. Non, bien sûr. Quand je parle de vous, je m'adresse à vous en tant que la personne que vous êtes, et vous recevez ma communication, j'imagine, en tant que personne. Après, je pourrais concéder que oui, on peut juste être peut-être sans qualité, sans rien. C'est peut-être possible d'arriver à ces états-là, mais si on part dans cette direction-là, c'est quelque chose dont on va avoir vite envie de se saisir et dire ah oui, effectivement, je peux être sans aucune qualité, je peux exister, voilà, hors de la survie. Et moi, c'est pas ça que j'ai envie de vous montrer dans cet atelier. Je vais vous montrer l'ampleur que prend la survie à chaque instant. Ces ateliers, ils parlent de notre vie quotidienne, 99,99999% du temps, la vraie vie, quoi. Alors, du coup, à la toute première séance, tout le monde n'était pas là, mais il y avait quelque chose qu'on avait fait qui s'appelait compléter quelque chose. En fait, là, dans la première séance, on parlait de la notion de concept et à quel point on rajoute des couches de concept sur notre expérience. J'avais l'exemple du billet de 50 € qu'on ne voit pas juste pour l'expérience que c'est, mais on rajoute plein de choses. Déjà, on rajoute le mot billet, on lui donne une utilité, un sens et puis une valeur. C'est pas juste l'expérience de ça. Et quand on faisait un exercice de complétion, on essayait de voir les choses pour elles-mêmes. Voir quelque chose pour lui-même, c'est arrêter de voir la chose pour ce qu'elle représente pour nous. Arrêter d'essayer de la connecter à nous, de dire qu'est-ce que ça vaut pour moi, à quoi ça sert pour moi, à quoi ça va m'être utile. Parce que très souvent, quand on voit un objet, en fait, on ne le voit pas pour ce qu'il est, on le voit pour ce qu'il est pour nous. Une chaise. C'est une chaise en relation à moi, parce que moi, je sais que c'est une chaise, je lui donne l'utilité de chaise. Je décide que l'interrupteur est un interrupteur et qu'il a cette utilité. Intrinsèquement, l'interrupteur, il s'en fiche. Faire ça avec un objet dans le monde objectif, c'est faisable, en fait, puisque quand on enlève toutes nos interprétations, tout le sens qu'on donne aux objets, toute la charge qu'on y applique, et qu'on voit juste l'objet, on a quand même quelque chose sur lequel s'agripper, qui est juste l'expérience de l'objet. Mais quand on veut compléter quelque chose qui est dans notre monde subjectif, c'est plus dur. Par exemple, si je vous dis, essayez de compléter une émotion, c'est-à-dire de voir l'émotion pour ce qu'elle est, pour elle-même, et non pas pour ce qu'elle représente pour vous. C'est difficile, et en particulier dans le cas des émotions, parce que les émotions, elles sont là pour nous. Une émotion, étymologiquement, c'est quelque chose qui est là pour nous mettre en mouvement, émotion. Donc, une émotion, elle est là pour susciter une réaction chez nous. Elle est là pour générer des effets sur nous. À l'instar du billet de banque, c'est difficile de juste voir cette expérience sans rien rajouter. Une émotion, c'est très dur de la voir sans rien rajouter. Et très souvent, en fait, quand on pense à une émotion, on pense plutôt aux effets qu'elle a sur nous, et on a tendance à associer l'émotion aux effets que l'émotion a sur nous. Si je vous dis de penser à la joie, vous allez sûrement penser à l'expérience de la joie, c'est-à-dire les effets que la joie a sur vous, et non pas qu'est-ce que cette émotion en tant que telle. Comme si vous regardiez un coussin, et que vous essayiez d'enlever toutes les interprétations, c'est-à-dire ne même plus voir que c'est un coussin, ne même pas voir à quoi ça sert, ne pas lui donner de nom, juste cette expérience. Et bien là, il faudrait faire pareil avec les émotions, en tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui en début d'atelier. Voir l'émotion pour ce qu'elle est.
Et là, on va vraiment toucher au but de la contemplation, qui est justement d'aller sonder des choses de cette nature-là, au-delà de la notion de concept, au-delà de la notion d'intellect, c'est-à-dire on n'est pas en train de faire de la philosophie, ah, l'émotion, non. On veut voir l'émotion pour elle-même, en enlevant le plus d'attributs possible. Mais une émotion, c'est comme une manipulation interne complexe, composée de plein de composants qui sont son sens, la valeur que ça a pour nous, positif ou négatif. Et si on retire toutes ces choses-là, qu'est-ce qui nous reste de l'émotion ? Pour compléter une émotion, il faut distinguer l'émotion en tant que telle, comme une activité qui a lieu, et non pas comme les effets que cette activité a sur nous. Or, comme on l'a vu dans le cours précédent, tout ce qui nous intéresse, tout ce sur quoi on se focalise, c'est les effets de toutes les conditions qui se présentent à nous. Compléter, en fait ce mot est choisi pour une raison. Justement, quand on commence à se dire je vais ajouter des choses, on pourra en ajouter à l'infini. Ce coussin, il est violet, il me plaît, je l'ai acheté là. On peut continuer à ajouter des concepts sur l'expérience du coussin, ça ne sera jamais complet. La seule manière que cette expérience-là elle soit complète, et là il faut juste que vous sentiez le feeling de ce mot, c'est pas forcément chercher la définition, mais pourquoi est-ce qu'on dit complet ? Parce que quand on arrive à voir quelque chose sans lui ajouter nos interprétations, ça devient quelque chose de complet qui existe pour lui-même et pas pour nous. Il existe en tant que tel. Donc il y a cette sensation de « ok ». C'est complet. C'est différent de compléter ou on rajoute. C'est pour ça qu'il ne faut pas réfléchir au mot que je dis de manière intellectuelle, mais comprendre juste la sensation que je veux essayer de transmettre avec ce mot-là. On va faire ça avec la peur. La dernière fois, on avait étudié la peur. Donc là, on va essayer de faire ce que j'appelle de la vraie contemplation. Vous allez communiquer à votre partenaire ce que c'est que la peur en contemplant. C'est-à-dire d'abord vous ouvrez à la question, qu'est-ce que la peur ? Vous tentez d'en faire l'expérience, et vous communiquez ce qui ressort de votre contemplation. En gros, ce qui ressort, en fait. Alors, vous allez dire comment je sais si ça ressort de ma contemplation, si c'est une pensée parasite, on s'en fiche. Il faut avoir l'intention de faire l'expérience de ce qu'est la peur, et ensuite vous communiquez. Et oui, il y aura des choses parasites qui ne seront pas exactement l'expérience de la peur, mais le fait de communiquer, ça sert à enlever ça du chemin et à continuer à aller plus profond dans votre contemplation. Donc là, pendant que je vous parle, essayez de choisir une peur. Alors, soit vous avez en ce moment dans votre vie une peur reliée à votre vie, par rapport à vos relations, par exemple. Peur de quelque chose dans vos relations. Est-ce que vous avez une peur liée au futur, à votre santé ? Voilà. Si vous avez ça maintenant dans votre expérience, prenez ça, c'est très bien, vous l'avez, pas besoin de faire semblant comme ça. Sinon, vous pouvez imaginer que vous allez parler en public, devant une grande assistance. Imaginez que vous êtes sur le point de passer un examen très important, ou que vous êtes confronté à une de vos phobies. Si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez imaginer que vous êtes sur le point de subir une souffrance physique qui vous fait peur. Vous en choisissez un, c'est pas très grave lequel vous choisissez, mais en tout cas, avec cette peur à laquelle vous avez pensé, vous pouvez du coup créer l'expérience de la peur. Et comme ça, vous avez ça à contempler. Donc vous contemplez la peur, ok. Et vous communiquez à votre partenaire ce que ça fait. Vous voyez, voilà, la contemplation. Bon, on a fait 5 minutes chacun, mais on peut aller beaucoup plus profond. Il y a ce qu'on appelle des contemplations intensives, où c'est 16 heures de contemplation comme ça par jour, sur un sujet, pendant plusieurs jours, voire une semaine, voire plus. Donc là, en 5 minutes, si vous manquez d'inspiration, dites-vous qu'on peut aller beaucoup plus profond. En fait, si jamais vous dites des choses genre qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Ça veut dire que vous êtes dans l'intellect. La contemplation, c'est pas ça. C'est pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? C'est faire l'expérience de quelque chose et communiquer l'expérience. C'est extrêmement difficile, je trouve, l'exercice, que ce soit pour parler ou que ce soit pour écouter sans dire « Ah oui, c'est vrai !» C'est une habitude. C'est une habitude. Très très difficile, Je te j'ai reçois. beaucoup de mal, moi, personnellement. C'est normal, non ? Intéressant, hein, C'est... En total, là, dans toutes les séances, on n'a pas dû dépasser 1 heure de contemplation, vu qu'il y a eu pas mal d'introductions, donc c'est normal. Normalement, un exercice de dyade,
Ça dure 45 minutes. 5, 5, 5. Enfin non, ça dure 40 minutes et 5 minutes de pause. Ça passe plus vite que ce qu'on pense une fois qu'on est dedans, en fait. Ouais. Une fois qu'on arrive un peu en mode pilote automatique, déjà c'est plus très dur de regarder les autres dans les yeux. Et puis on se sent plus obligé de dire plein de choses pour casser le silence. Mais c'est normal, au début, c'est comme faire une détox ou je sais pas quoi. Au début, il faut évacuer. Donc là, c'est pareil. Quand on va contempler un sujet, au début, en fait, on enlève des couches d'idées, d'histoires. On a plein de trucs à dire. Puis quand on contemple pendant longtemps, au bout de quelques jours, là, on commence à dire, ok, mon esprit a plus grand chose à dire. Mon mental. Là, ça devient un peu vrai, ça devient vraiment vide. Mais au début, ouais, il y a des trucs à évacuer. Ce que Peter Ralston dit, donc la personne avec qui j'ai étudié, il dit la contemplation, c'est l'acte qui s'oppose le plus directement à votre survie. La vraie contemplation. Parce que la contemplation, elle n'est pas là pour servir votre survie. Votre survie, elle est là pour savoir. Je sais ce que c'est que la peur, j'ai pas besoin d'aller regarder. Puis, bizarrement, quand on veut les regarder, on a plein de petites stratégies pour éviter. Non, mais c'est bon, j'ai tout dit. Puis la peur, là en ce moment, il n'y en a pas, là. C'est des fois. Donc ouais, la contemplation, en fait, le fait de voir les choses pour elles-mêmes, comme on disait au début, c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de la survie. Parce que quand on la voit pour elle-même, elle n'est plus en relation avec nous. Donc quel intérêt on aurait à regarder ce que c'est que la peur pour elle-même sans que ce soit là pour nous affecter, puisque la peur, on l'a créée dans notre expérience pour qu'elle nous affecte, elle est là pour ça. Donc c'est normal que la contemplation, ce soit quelque chose de dur et quelque chose qui nous dérange, et que ce soit dur de rester avec un sujet de manière détachée de nous. On a envie que tout ce qui est de notre expérience, comme on l'a vu à la séance dernière, soit en lien avec nous, nous affecte. Les choses qui font partie de notre expérience et les choses qui ont un effet sur nous. C'est bien pour ça qu'elles rentrent dans notre expérience. La peur, en fait, on pourrait la décomposer en plusieurs composants. Donc ce qu'on voit généralement, c'est... Comment je pourrais le dessiner ? Ce qu'on voit généralement, c'est les manifestations de la peur. Donc ça va être les réactions, je vais mettre un R. Les réactions qu'on a face à la peur. Toutes les manifestations de la peur. Et ça, c'est tout ce qui est en surface. Je fais un trait, tout ça, c'est la face émergée de l'iceberg, c'est ça ? C'est à la surface. On voit nos réactions. Mais en fait, ces réactions, elles sont liées déjà à quelque chose de plus profond qu'on ne voit pas directement quand on regarde la peur. Il existe une expérience qu'on ne désire pas vivre. Par exemple, si j'ai peur de me faire attaquer par un chien, c'est parce que j'ai dans mon expérience cette idée d'une expérience que je ne veux pas vivre. Je ne veux pas vivre l'expérience de me faire attaquer par un chien. Si j'étais OK avec tout, j'aurais peur de rien. Cette expérience que je ne veux pas vivre, elle se passe toujours dans, je vais mettre un F ici, dans le futur. C'est-à-dire qu'en fait, la peur, c'est quelque chose qui prend place uniquement parce qu'on a la possibilité d'un futur. C'est la peur qu'une expérience qu'on ne veut pas vivre se réalise dans le futur. Donc en fait, si on enlève n'importe laquelle de ces composantes, on n'a plus de peur. Si on était juste dans l'instant vraiment présent, on n'aurait pas la possibilité d'avoir peur. S'il n'y a pas d'expérience qu'on avait peur de traverser, on n'aurait pas peur non plus. Même quand on a peur de l'inconnu, par exemple, en fait, on n'a pas vraiment peur de l'inconnu, on a toujours peur... Quand on dit « j'ai peur de l'inconnu », en fait, non, on a peur d'une situation qu'on imagine être horrible, la possibilité d'une expérience horrible. Quand on a peur du noir, par exemple, on n'a pas peur du noir, on a peur d'une expérience qu'on imagine être néfaste, qui, on le suppose, se trouverait peut-être dans le noir. Donc la peur, c'est toujours en lien avec un futur, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur pour quelque chose qui se passe maintenant. Par exemple, si quelqu'un est en train de m'attaquer dans la rue et de me tabasser, on pourrait dire « Ah mais là, j'étais apeuré, j'avais peur. » Oui, mais j'avais pas peur du moment où je me fais taper, j'avais peur que, dans le futur proche, il continue à me taper et que ça ait des séquelles sur ma vie pour plus tard, que je finisse à l'hôpital, c'est de ça que j'ai peur. Mais dans l'instant présent, c'est pas de la peur que je ressens, c'est juste de la douleur. Donc on voit déjà que ces émotions-là, elles ont des composantes, mais que c'est pas forcément nécessaire. Par exemple, quand on conduit une voiture, il y a la possibilité d'une expérience néfaste dans un futur, et pourtant on n'a pas peur, parce que la peur, dans ce contexte-là, on réalise qu'elle ne nous sert pas vraiment. Par exemple. Quand on conduit une voiture,
Il y a la possibilité que tu meurs très rapidement. Si tu fais un coup de volant, techniquement, la mort n'est pas loin, ou la blessure n'est pas loin. Quand tu manipules un couteau, la blessure n'est pas loin. Pourtant, t'as pas peur. Parce que tu sais que tu vas pas te planter. Mais techniquement, c'est pas loin. Quand on est, je sais pas, proche d'une prise électrique et qu'on a les mains mouillées, on n'a pas peur, alors qu'on pourrait techniquement, en un geste, mourir. Et pourtant, quand on marche sur le bord d'une falaise, on a peur. Alors que c'est pas si différent. En un geste, on pourrait tomber et mourir. C'est juste un geste. Quand j'ai un couteau, j'ai pas peur. Alors qu'en un geste, je pourrais mourir. Quand je suis sur le bord d'une falaise, j'ai peur. Parce qu'en un geste, je pourrais mourir, mais on pourrait imaginer que j'ai pas peur sur le bord d'une falaise. On voit qu'il y a un peu un côté arbitraire, c'est-à-dire que les situations auxquelles on est habitué, et pour lesquelles on ne considère pas cette possibilité d'une situation néfaste, en fait, comme une réalité, la peur disparaît. Donc on a l'impression que la peur, par exemple dans l'expérience de marcher au bord de la falaise, on a l'impression que la peur c'est vraiment attaché à cette expérience, on ne peut pas l'enlever. En fait, si on était habitué à faire ça tous les jours, on n'aurait plus peur, comme quand on manipule un couteau. Alors que aucune des deux situations n'est objectivement plus dangereuse que l'autre. On pourrait même dire que quand on marche au bord de la falaise, si on a peur, on va peut-être avoir les jambes qui tremblent, et on aura encore plus de chances finalement de tomber. Ce qui est un peu bête, puisque le but de la peur, c'est de nous éviter que ces choses-là arrivent. Donc on voit que les mécanismes de la survie qui sont en place pour nous aider normalement ne sont pas toujours absolument fonctionnels. Là, j'ouvre juste la possibilité que certaines de ces émotions peuvent être non nécessaires, et c'est pas pour ça que si on les a pas, on survit moins bien. On pourrait ne pas avoir peur en étant sur le bord d'une falaise sans être pour autant suicidaire. On sait juste qu'on n'a pas besoin de sauter dans le trou. De la même manière que quand j'ai un couteau, j'ai pas besoin de me dire « Oula, il faut pas que je me le plante ». Non, je sais. J'ai pas besoin de la peur. J'ai pas besoin que la peur soit sans cesse présente pour me le rappeler. Donc il y a cette possibilité de se dire « Ok, en fait, certaines de ces choses-là, on peut les désamorcer. Elles ne sont pas forcément nécessaires, elles peuvent même être dysfonctionnelles dans le sens où, parce qu'on avait vu à la séance dernière que la peur c'est très lié à la souffrance. En fait, la peur c'est l'anticipation d'une souffrance. Donc c'est une souffrance qui est juste inutile en fait. Qui est utile pour nous protéger de manière très primaire, mais en fait, si on arrive à être fonctionnel dans la vie sans ça, on n'a plus besoin de cette souffrance. Et donc on pourrait analyser d'autres émotions de la même manière. Par exemple, le fait que la colère se soit liée au passé, à un événement passé. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais il y a une autre émotion qui est intéressante, qui est un peu la polarité inverse de la peur, c'est le désir. Le désir, c'est pareil, c'est lié au futur. Il n'y a pas de désir sans futur. Donc il est opposé à la peur de cette manière-là, mais il a aussi quelque chose de commun avec la peur, c'est que, pareil, il est lié à la souffrance. Alors, d'une manière un peu moins directe. Souvent, on va lier le désir au plaisir, parce que le fait d'assouvir un désir, ça nous amène du plaisir. Mais le plaisir, c'est pas le désir lui-même. C'est une conséquence. J'ai du désir, je vais vers quelque chose, j'obtiens du plaisir. Mais le désir n'a pas créé le plaisir. Le désir, au contraire, c'est une souffrance. C'est la souffrance de ne pas avoir cette chose qu'on désire. La preuve, si jamais vous avez du désir pour quelque chose, mais que ce désir n'est jamais réalisé, qu'est-ce qui vous reste dans cette expérience ? Juste la souffrance d'un désir non réalisé. C'est un peu le côté complémentaire de la peur, mais dans les deux cas, ils sont liés à cette chose-là qui est cette souffrance. La possibilité d'une souffrance, ou alors la souffrance de quelque chose qu'on n'a pas. Là, ce serait la même chose, on peut voir les réactions qui sont liées au désir, et qui sont très souvent liées à du positif. En fait, quand on a du désir, très souvent, on va réussir à l'assouvir rapidement, donc on se dit « Oh, le désir, c'est du plaisir », mais non. Si on voit juste le désir, déjà, c'est plutôt quelque chose qui nous empresse, on veut quelque chose, donc on souffre de ne pas l'avoir. Mais ça, c'est pas encore le désir, parce qu'il y a d'autres composantes. Il y a le fait, une expérience que l'on souhaite vivre ou que l'on souhaite avoir, qui n'est possible que s'il y a la possibilité d'un futur. Et donc là, ça peut paraître contre-intuitif, mais comme on disait avant que la peur, finalement, on peut peut-être s'en passer, on se débarrasserait ainsi de plein de souffrances inutiles, on serait quand même très fonctionnel dans la vie, sans cette peur, si on avait juste à ne pas marcher dans la falaise, on a juste à faire ça. Et de la même manière, le désir, peut-être qu'il peut créer des souffrances inutiles. On pourrait très bien vivre sans être dans le fait de désirer. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est jamais fini, le désir. Une fois qu'on commence, dans n'importe quelle situation, potentiellement, on peut toujours désirer plus. On peut toujours se dire « Ouais, là je suis bien, mais je pourrais toujours avoir la même chose que maintenant, en mieux. » La même vie que maintenant, avec un peu plus d'argent, on pourrait toujours... C'est une course infinie.
On voit aussi que le désir, il n'est pas forcément fonctionnel à tous les instants. Par exemple, si je désire avoir de l'argent pour m'acheter une maison, ça c'est mon désir. Et là, je suis en train de travailler pour avoir ça. C'est bon, j'ai plus besoin du désir. J'ai pas besoin que le désir vienne me parasiter et qu'il continue de me dire « Ah, tu n'as toujours pas ta maison. Ah, tu n'as toujours pas ta maison. Ah, tu n'as toujours pas ta maison. » C'est bon. Je sais. De la même manière que je sais que je n'ai pas besoin de me planter le couteau, j'ai pas besoin qu'une émotion vienne me le rappeler d'une manière qui me fait souffrir. Donc là, il faut un peu séparer l'idée de ce qu'on désire et ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est ce qui est dans l'immédiat, dans le présent. C'est-à-dire, j'ai envie d'argent pour m'acheter une maison, bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler. Voilà. Et j'ai juste besoin de savoir ça, de me concentrer sur ça, et de plus être dans cette notion de désir qui fait appel à un futur. Donc ça paraît contre-intuitif, parce que ces deux choses, la peur et le désir qui semblent être les carburants de la vie, là je vous dis peut-être qu'on n'en a pas tant besoin que ça pour bien vivre, peut-être même que sans eux, globalement on se porterait mieux. Peut-être. On va faire une méditation sur ça, reliée à ça en tout cas. Vous avez des idées et des croyances concernant la personne que vous êtes. La personne que vous devriez être, la personne que vous ne devriez pas être, la personne que vous auriez peur d'être. Ces croyances peuvent prendre la forme d'idéaux que vous avez à votre sujet. Vous avez une idée de ce à quoi votre vie et votre vous idéal ressembleraient. Ces idées ne sont pas nécessairement claires, mais elles existent quelque part en vous. Observez les choses que vous voudriez accomplir. Comparez cet état idéal avec ce que vous accomplissez ou ce que vous faites actuellement. Observez les choses que vous voudriez obtenir. Et comparez cet idéal avec ce que vous avez actuellement. Observez ce que vous voudriez être. Et comparez cet idéal avec ce que vous êtes actuellement.
Ces idéaux sont toujours en contraste avec ce que vous voulez éviter, ce dont vous voulez vous débarrasser et ce que vous craignez qu'il soit vrai à votre sujet. Ce sont les choses que vous tentez constamment de résoudre, même si cela n'a lieu qu'en arrière-plan de votre expérience. C'est certainement cette dynamique qui a motivé toutes vos tentatives passées pour vous transformer ou vous améliorer. C'est certainement cette dynamique qui vous a conduit ce soir dans cet atelier. Et même votre possible désir d'être libre de cette dynamique est un idéal. C'est-à-dire quelque chose que vous poursuivez mais que vous n'avez pas. Imaginez une vie dans laquelle votre sens du futur ne dépasserait pas quelques jours. Au-delà de cet horizon de temps, vous n'imagineriez rien. Observez votre vie quotidienne. Imaginez un instant de votre vie chez vous ou au travail. Tous vos idéaux ont-ils disparu? Observez cette question avec honnêteté. Les idéaux ne sont pas toujours à propos d'un futur grandiose. Ils se manifestent aussi dans des actions simples du quotidien. Imaginez que quelqu'un rentre dans la pièce. Avez-vous une image de celui ou de celle que vous devriez être face à cette personne? Imaginez qu'une situation de choix, même banale, se présente à vous. Avez-vous une image de celui ou de celle que vous devriez être face à ce choix? Imaginez-vous dans une vie sans contrainte, sans obligation, sans personne pour vous juger. Vous êtes juste assis là, avec vous-même. Dans cette vie où l'on n'attend rien de vous, avez-vous tout de même une image de celui ou de celle que vous devriez être? Je devrais être calme, je devrais avoir de la gratitude, je devrais être dans le lâcher-prise. Tous vos idéaux vous apparaissent toujours en contraste avec la personne que vous êtes en ce moment. À quoi servent nos idéaux?
peut-être qu'il y a quelque chose de cassé chez nous, quelque chose d'insuffisant. Mais en comparaison à quoi? On espère que, suite à toutes nos manipulations, nos idéaux finissent par se réaliser. Mais on constate qu'ils sont toujours là, malgré toutes nos tentatives. On les utilise pour s'auto-flageller, se plaindre, se sentir incapable ou inférieur. Pourtant, je vous invite à considérer qu'on a conçu tous nos idéaux spécifiquement pour qu'ils ne soient pas atteignables. À quoi ressemblerait une vie sans désir? C'est-à-dire une vie où l'on n'anticipe pas le plaisir, où l'on ne rêve pas le plaisir. Une vie où l'on fait ce qui doit être fait dans l'instant, sans avoir recours au désir pour nous mettre en action. Cette vie perdrait-elle en efficacité? Cette vie perdrait-elle en saveur? Vous pouvez terminer tranquillement votre méditation. Dans la séance d'aujourd'hui, en fait, donc la semaine dernière, on parlait de la survie et de toute l'emprise que ça a sur nous. Et là, dans la séance de ce jour-là, on n'est pas en train d'essayer de transcender la survie, de dépasser ça. On est plutôt en train de voir en quoi peut-être certains des mécanismes de la survie seraient superflus et en quoi notre énergie, elle n'est pas forcément toujours canalisée efficacement, juste pour survivre efficacement. C'est-à-dire vivre en souffrant moins peut-être. Oui. Tu as parlé tout à l'heure, quand tu disais lors de la méditation, d'imaginer ce que ferait une vie. À quoi ressemblerait une vie sans désir? Ouais. C'est la question. À quoi ressemblerait une vie sans désir? À méditer. Toutes ces méditations-là, elles sont là pour ouvrir des questions, pas forcément pour y répondre immédiatement, mais déjà juste ouvrir le fait de se dire « Ah ouais, tiens, à quoi ressemblerait une vie sans désir ?» Quand je vous fais une méditation ou tout exercice, même quand je parle, même si ça a l'air intellectuel ce que je raconte, essayez de faire l'expérience de ce que je dis. Pas juste de considérer ça intellectuellement, mais vraiment de vous demander à quoi ressemblerait une vie sans désir.
c'est précisément à cause de ça, parce que ma réaction à ta phrase, c'était la colère. Je ne comprends pas la question, en fait. Je me dis, ça n'a pas de sens. Mais avant de savoir que ça n'a pas de sens, je suis fâché contre ce que tu as dit. Et je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je te pose la question. Je pense que tu sais mieux que moi pourquoi tu es fâché. Puisque c'est toi qui génères la colère. Tu peux contempler pourquoi est-ce que ça me fâche. Pas forcément maintenant, mais en tout cas, de toute façon, toutes les contemplations qu'on fait là, elles ouvrent à d'autres choses. C'est pour ça que quand on contemple un sujet, en fait, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Oui. Peut-être parce que l'intensité de plaisir va pas être la même son désir. Oui, peut-être. En fait, le désir, on a l'impression qu'on en a vraiment besoin. La souffrance, on se dit, ou la peur, on dit, je pourrais bien en passer. Le désir, En fait, ce qu'on va regarder dans ce cours-là, si on a le temps, c'est peut-être qu'on peut vivre une vie efficace sans tous ces trucs qui viennent nous tirailler tout le temps. Je suis pas en train de dire vivez comme des moines bouddhistes au sommet d'une montagne. Là, je suis en train de vous dire il y a peut-être une manière plus efficace de vivre sans pour autant. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de plaisir. C'est juste que tu n'es pas happé par un désir, tu te concentres sur ce que tu fais maintenant. Et justement, c'est la différence entre là ce que j'appelle désirer et juste vouloir faire quelque chose. Vouloir, c'est qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Donc c'est aussi beaucoup plus présent. C'est-à-dire si là il n'y avait plus d'idée de futur, de choses à accomplir et tout, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Et là, ça serait intéressant de contacter ça. Et pourquoi, alors, c'est une question, pourquoi est-ce que quand à un moment on n'est plus justement dans ce présent, ce qui m'est arrivé à un moment, et j'ai demandé à récupérer ce présent, tu m'as dit non. Juste parce que la méditation, on continue son cours, et si jamais tu lâches, c'est pas grave, tu rattrapes. Vous pouvez pas tout... Parce que du coup j'ai dit c'est pas important d'être présent, donc j'ai laissé tomber. Parce que la vraie manière d'être présente, c'est d'oublier ce truc-là, qui est en fait soit une peur. C'est-à-dire, oh non, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, du coup j'ai peur de pas comprendre la suite de la méditation, du coup... C'était pas une peur de ne pas comprendre, c'est je préfère le traverser plutôt que l'éviter. Donc pas le droit à l'évitement. J'ai dit tant pis, c'est que c'est l'évitement qui est choisi ou je sais pas, quelque chose peut-être. Non, justement, moi je ne préconise pas l'évitement, je te dis va en plein de ton expérience. Si quelque chose te fâche dans une méditation, comme cet épisode, ou te frustre. C'était... Merde. Paf, je l'ai vu filer trop vite, j'ai vu qu'une petite lumière, mais... Sois présente, ça c'est du passé. C'est ce que je dis. Maintenant, tu l'as vu filer, ça te frustre, ça te met en colère. On s'en fiche du mot que j'utilise, ça te crée un effet. Il est là maintenant, regarde ça. Là, ce que tu faisais en me demandant est-ce que tu peux répéter, c'était de ne plus être présente. Si tu étais présente, c'est accepter que j'ai loupé quelque chose. Je suis là. Je ressens une frustration, c'est maintenant. Oui, pas accorder d'importance à ce qui... Okay. C'est-à-dire que c'est déjà du passé, ce truc-là. Ça fait partie, il y a des effets qui se produisent pendant les méditations. Toi, tu disais, quand j'ai soulevé un point, ça t'a énervé. Justement, c'est pas grave. C'est pas vraiment une distraction de ta méditation, puisque ça en fait partie. Et des fois, le fait de ne pas entendre quelque chose, on pense que c'est parce qu'on n'a pas eu de chance, le truc est passé, on ne l'a pas entendu. J'ouvre juste la possibilité que peut-être que des fois, il y a des choses que volontairement, même de manière subconsciente, on n'entend pas. Et en fait, même si on refaisait la méditation 3 fois, à ce moment-là, tu décrocherais, peut-être. Pour une raison. Stratégie d'évitement efficace, puisque tu n'as même pas l'impression que ça vient de toi. Ou c'est un coup de malchance et tu étais distraite, j'en sais rien. Mais... tu pourras réécouter, c'est enregistré. Tu pourras voir si tu décroches au même moment. On va faire un exercice. Là, ça va être une forme de dyade un peu qu'on appelle mort subite, c'est-à-dire vous allez mitrer l'autre avec toujours la même question. Et la question, ça va être « que veux-tu » Et la personne doit dire ce qu'elle veut dans le présent, dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle veut, quel que soit le sens de la question pour vous. Quand vous êtes le contemplateur, vous recevez la question et vous communiquez ce qui en découle. C'est pas intellectuel. Que veux-tu? Pas qu'est-ce que tu désirerais avoir, non. Que veux-tu? Là, maintenant, dans ta vie, que veux-tu? Donc, imaginons que moi, je suis le partenaire d'écoute, donc je dis à mon partenaire, que veux-tu? To use the bathroom.
Une fois qu'il a contemplé, donc je laisse, voilà, là je pense qu'il a terminé ce qu'il avait à me dire, et je recommence. Que veux-tu? To connect. Etc., etc. Quand vous lui demandez, vous avez l'intention de lui demander. C'est pas juste... vous lui posez vraiment la question. Et vous écoutez ce qu'il a à dire. Donc allez-y, B, communiquez encore et encore l'instruction à votre partenaire. Mitrailler, voilà, en le laissant quand même parler, hein. Oui, c'est ça, avec bienveillance. Avec bienveillance. Allez-y. Merci. Restez avec votre partenaire. Regardez, voilà, là, vous regardez votre partenaire dans les yeux. Regardez votre partenaire dans les yeux. Sans rien dire, juste en le regardant, l'un et l'autre, l'une et l'autre, vous communiquez juste avec votre regard, votre expérience à votre partenaire, juste avec votre regard, vous lui transférez ce que ça fait que d'être vous, maintenant. Votre expérience. Avec ce regard, vous communiquez à votre partenaire tout ce que vous n'avez pas dit pendant cette dialogue. Et profond. Toujours juste avec ce regard. Communiquez à votre partenaire ce que vous voulez vraiment. Merci. Voilà, donc là on a vu différentes choses, un peu à propos du désir, de la souffrance. Donc on voit que ces choses-là, elles sont faites de différentes parties, on peut un peu les démanteler, mais il y a des choses, il y a une autre polarité, donc il y a la polarité désir-peur. Et il y a aussi une autre polarité qui est un peu plus fondamentale, c'est souffrance-plaisir. Le désir et la peur, ça se passe toujours par rapport au futur, par contre la souffrance et le plaisir, c'est maintenant. C'est plus dur de s'en détacher, parce que c'est vraiment présent, c'est là. C'est beaucoup moins conceptuel. Là, on va regarder un peu qu'est-ce qui conditionne les choses qui vont nous faire souffrir, ou les choses qui ne vont pas nous faire souffrir, qui vont nous donner du plaisir. Pourquoi certaines choses génèrent de la souffrance, pourquoi d'autres génèrent du plaisir. Sachant que les deux sont un peu liés. Quand j'ai du plaisir, c'est aussi lié à la souffrance que, une fois que j'ai perdu ce plaisir, en comparaison, je souffre. C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier cette dynamique, de voir si on peut peut-être vivre une vie avec un peu moins de souffrance, ou avoir un meilleur rapport à ça. Je vais vous parler de la notion de ce qu'on appelle ici un contexte. Je vais vous expliquer un peu ce que je veux dire et vous allez voir pourquoi je vous explique ça. Un contexte, c'est ce qui permet de faire de nouvelles distinctions. Par exemple, quelqu'un me donne un nom de sport. Un sport. Football. Football, ok. Dans le contexte du football, ça tombe mal, je connais assez mal le football, mais par exemple, un penalty n'existe que dans le contexte du football. Enfin, il y a d'autres sports où il y a ça, mais un penalty de football n'existe que dans le contexte du football. Même un arbitre de football, bien sûr, n'existe que dans le contexte du football. Il n'y a pas d'arbitre s'il n'y avait pas ce contexte qui donne la possibilité de faire cette distinction. Oh, cette personne est un arbitre. Et même s'il n'y avait aucun autre sport que le football sur Terre, c'était le seul sport à ballon, on pourrait dire un ballon n'existe que dans le contexte du football. Ça ne servirait à rien, il n'y a pas de contexte pour lui donner un sens. Donc c'est ça que j'appelle un contexte. On va faire un petit exercice et vous allez essayer de chercher quelque chose qui n'existerait pas sans un contexte. Donc vous dites, il n'y aurait pas de sans le contexte de. Je vous donne un exemple. Il n'y aurait pas de mots sans le contexte du langage. Par exemple. Ça vous parle? On peut essayer, on va voir. On va commencer, petite Dustin. Est-ce que tu as une idée?
Il n'y aurait pas de tuba sans le contexte de la plongée. Il n'y aurait pas d'écriture s'il n'y avait pas de charbon. Alors là, c'est pas un lien de cause à effet, c'est pas il n'y aurait pas de fumée sans feu. Il faut qu'une chose agisse comme un contexte pour l'autre. C'est-à-dire, là tu vois que l'écriture et le charbon font peut-être partie du contexte du langage, par exemple. Le football, c'est pas quelque chose, tu vois. Je peux pas te dire, donne-moi un football. Va m'acheter un football au supermarché. C'est un contexte qui permet, une fois que le football existe, de faire un certain nombre de distinctions. Le mot penalty n'existe que dans le contexte du football. Il n'a de sens que dans ce contexte-là. Il n'y a pas de penalty quand je marche dans la rue. Ça n'a pas de sens. Parce que quand je marche dans la rue, je ne suis pas dans le contexte du football. Tu vois la différence entre un charbon et le charbon qui trace un trait? Pas forcément la même chose. C'est plutôt, ce charbon ne serait pas un crayon sans le contexte qui lui donne son usage de crayon, qui est l'écriture, par exemple. Oui, je ne l'ai pas dit comme il faut. Il n'y aurait pas d'obscurité sans lumière. Alors là, tu prends deux choses. Ouais, il n'y aura pas d'obscurité sans le contexte de la vision, par exemple. Là, tu prends juste deux choses qui sont... Il n'y aurait pas de couleur alors, sans le contexte de la vision. Ouais. Quelqu'un d'autre? Il n'y aura pas de vie sans le contexte de l'oxygène. Il n'y aura pas de quoi? Des vies. Alors, est-ce que l'oxygène, c'est un contexte? Est-ce que tu trouves que ça peut aussi... Est-ce que tu trouves que c'est un contexte? Ou c'est juste une chose? Là, en fait, tu vois, la vie, elle permet à... L'oxygène permet à la vie d'exister. C'est comme dire... je ne pourrais pas vivre s'il n'y a pas de nourriture. Mais la nourriture, c'est pas un contexte qui me permet de vivre. C'est... Je ne pourrais pas exister sans le contexte de la vie, par exemple. On peut peut-être dire, il n'y aurait pas de... Je ne pourrais pas inhaler sans le contexte de la respiration. C'est-à-dire que ce mouvement-là que je fais, on appelle ça une inhalation, parce que c'est partie d'un contexte qui s'appelle la respiration. Alors je pourrais toujours faire ça, mais on n'appellerait pas ça inhaler. Ça ne prend son sens de inhalation que parce qu'il y a un contexte qui lui donne un sens. D'autres idées? D'être sans argent. Oui. Il n'y aura pas de notes sans le contexte de la musique. Oui, ça serait juste un son. Oui. Donc voilà, je dis bien, effectivement, et donc là, il pourrait y avoir le son, des sons musicaux, mais s'il n'y a pas le contexte de c'est de la musique, c'est pas de la musique, c'est des sons. Par exemple, on pourrait dire il n'y aurait pas de pluie sans le contexte de la météo. Bon bah, il n'y aurait pas, il pleuvrait. Maintenant, si je commence à appeler ça de la pluie et à la distinguer d'autres situations météorologiques, c'est que j'ai créé un contexte pour tout ça. Mais par exemple, il peut y avoir un son sans que ce soit de la musique. Il peut y Bien sûr. avoir. Ce ne sera pas une note. Voilà. Ce qu'elle avait dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y aurait pas de note sans le contexte de la musique. Oui. Mais Il y aurait des sons. il y aurait des sons. Quand tu appelles ça une note, c'est parce que c'est une note dans un certain contexte, dans le contexte de la musique. Pour moi, personnellement, le contexte, en fait, ça dirige le sens où on veut amener le mot. Voilà, c'est-à-dire, en fait, le sens qu'on veut attribuer au mot dans un contexte. Mais il se peut que le mot contient plus qu'un sens, selon le Oui, bien contexte. Ne vous attardez pas sur les mots que j'utilise. Regardez pas le doigt, regardez la lune. Les mots, c'est le doigt. Tout ce qu'on a, c'est des mots. Je ne peux pas faire mieux que ça. J'aimerais bien vous transférer mon expérience directement, comme ça, je n'aurai pas besoin de vous parler. J'y arrive pas. Je suis obligé d'utiliser des mots qui sont des substituts. Qui sont réducteurs. Enfin. Ah, bien sûr. Mais effectivement, là, peut-être que le mot note veut dire, oui, il y aurait peut-être une note à l'école. Ouais, ouais. D'accord. Mais le mot note à l'école et le note de musique, c'est pas la même chose. C'est le même son qui pointe vers deux choses. Bah, il n'y aurait pas de note à l'école, même sans le contexte de l'école. Je ne pourrais pas avoir 0 sur 20 s'il n'y avait pas d'idée de l'école. Donc on peut aller sur des choses très fondamentales. Il n'y aurait pas de position sans le contexte de l'espace. Mais on peut faire des trucs tout basiques. Il n'y aurait pas de garniture sans le contexte de pizza. Pizza, ça peut être un contexte. Ce serait une tranche de pepperoni, mais ce ne serait pas une garniture. Ou alors pour autre chose que de la pizza.
Et on se rend compte que voilà, le contexte permet de créer des nouvelles distinctions. Alors là, on parle de choses que vous connaissez, donc vous vous dites, bah non, ces choses-là, peut-être qu'elles existent déjà avec ou sans contexte. On peut prendre un contexte qu'on connaît un peu moins, et on se rend compte qu'il y a des distinctions qui sont faites, qui nous sont absentes si on n'a pas une bonne emprise de ce contexte-là. Par exemple, en menuiserie, une solive, une lambourde, un chevron, j'en avais d'autres, un linteau, un chanfrein, un tenon. Tout ça, ça existe dans le contexte de la menuiserie. Ça ne parle pas forcément. Quelqu'un qui fait de la menuiserie, il voit ça. Il fait des distinctions. Donc, sans le contexte de la menuiserie, tout ce que vous allez voir, c'est du bois. Et quand vous voyez du bois, c'est parce que vous avez le contexte de matériaux. Quelqu'un qui n'aurait pas le contexte de matériaux, il ne ferait même pas la différence. Il verrait de la matière. Ça, c'est intéressant. Et quand on parle de survie et de la souffrance, il y a un contexte qui sous-tend tout ça. Sans ce contexte-là, les distinctions qui à l'intérieur n'existeraient pas. C'est le contexte de la valeur. Le contexte de la valeur, il contient deux distinctions de bien et de mal. Sans le contexte de la valeur, il n'y aurait pas de bien, il n'y aurait pas de mal. Dans le contexte de la valeur, donc dans le contexte du bien et du mal, on peut l'appeler comme ça aussi, tout ce que je vais percevoir, ça va être soit pour moi, soit pas pour moi. Tout. Même subtilement. Je vois le sol. Quand je rentre dans une pièce, s'il n'y avait pas de sol, je rentrerai pas. Et vu que je rentre, il y a le sol, donc c'est bon. Donc il est là pour moi. Il est positif pour moi. Enfin, disons que s'il y a du sol, j'y prête pas attention. En fait, on pourrait presque dire que ça rentre pas dans mon expérience, c'est-à-dire que c'est même pas conscient. Par contre, s'il n'y avait pas de sol, là, oula, il y a un trou, ça c'est pas pour moi. Donc négatif, et là je verrai. Par exemple, je pense qu'avant que je vous la montre, vous n'avez pas vu qu'il y avait ma souris ici. Pourtant, elle était dans votre champ de vision, pour la plupart d'entre vous. Vous n'avez pas vu qu'il y avait du scotch ici. Tout ça, c'est des choses qui sont tellement neutres qu'elles sont ni pour vous, ni pas pour vous. Maintenant que je vous l'ai dit, vous l'avez vu. Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est pour vous. Parce que je viens d'en parler et c'est pour vous. C'est un exemple pour vous, là. Ah, le scotch. Maintenant, c'est relié à vous. Juste parce que je vous en ai parlé. Et parce que c'est intéressant dans le cadre de l'exemple que je donne là. Ah, intéressant, du scotch. Ça devient quelque chose de positif. Ou alors quelque chose de négatif, parce que vous dites « Oh, j'avais pas vu ». En tout cas, il y a une charge. On ne perçoit rien qui ne soit pas attaché à une charge négative ou positive. Moyen d'être neutre par rapport à l'observation. Essayez de voir quelque chose de manière neutre. Le scotch. Neutre. Grâce au scotch, tu vois, tu viens de réussir l'exercice que je te demandais. Il est bien, il t'est venu en aide. Il est positif pour toi. Ah, le scotch, il te permet de répondre à ma question. Positif. Ouais, positif. Vite, il faut que je trouve quelque chose de neutre. Ça! Ouf, heureusement que j'ai trouvé. Ah bah non, c'est positif. Là, je t'invite à essayer de voir si ce que je raconte est vrai ou pas. Peut-être que je vous embobine. Pour ça, ne me croyez pas sur parole, hein, et n'écoutez pas ça comme un discours philosophique. Essayez de voir ce que je vous dis. Rendez-vous compte que tout ce qui va rentrer dans votre expérience a un effet sur vous qui n'est jamais absolument neutre. Ça peut être du 0,0000. Il y a toujours un petit truc. Et très souvent, les choses qui sont le plus présentes dans votre expérience, c'est les choses qui sont plutôt très chargées. Alors on peut faire l'exercice d'essayer de chercher des choses qui ont une charge très faible. Donc essayez d'avoir une pensée qui n'a pas de valeur, voilà, qui est sans aucune valeur, donc neutre. Contempler la verdure de l'air. En fait, là, vous allez tomber face au même truc, c'est-à-dire que la pensée que vous allez avoir, elle va venir servir une fonction, c'est de réussir l'exercice que je vous demande. Donc elle est là pour vous. Donc il n'y en a pas. Non. J'étais en train de me dire c'était que des choses qu'on ne connaît pas. Mais à partir du moment où on s'approche pour les connaître, on les connaît, du coup ça ne rentre plus dans l'exemple. Exactement. C'est pareil, quand vous cherchez à voir quelque chose de neutre, vous cherchez, vous voulez résoudre cette situation, je cherche quelque chose de neutre. Je l'ai.
ah bah ça y est, vous avez trouvé ce que vous vouliez, c'est positif. Oui, ça peut être. Ou alors ça peut être négatif aussi, ça peut être oh non, je pensais l'avoir eu et non, c'est en fait ça. En fait non, c'est négatif. On n'a pas le temps de contempler ça en profondeur, mais si cette idée vous a pas convaincu, vous pouvez la garder dans un coin et puis essayer de voir si c'est vrai ou pas. Mais même en imaginant qu'il existe des choses neutres, imaginez. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que quand on navigue dans notre quotidien, la plupart du temps, les choses qui vont attirer notre attention sont celles qui ont une charge très forte. Ah, ma souris, à moi. Ouais, il y a déjà quelque chose de positif là-dedans, c'est mon, moi, à moi. C'est pas forcément un truc qui vaut super cher ou qui est super rare, mais c'est ma souris. Ma souris. Allez-y, mettez-vous face à votre partenaire. Donc la première question que vous avez, qui va être posée, c'est fais l'expérience du bien et communique-la moi. Donc B, allez-y, donnez ces instructions à votre partenaire. Peut-être comment vivre une vie avec moins de souffrance inutile, une vie qui soit du coup plus efficace, c'est-à-dire où il y a moins de frottement inutile. Et une des choses utiles pour faire ça, c'est de comprendre la notion de principe, c'est-à-dire d'agir en se basant sur des principes. Je vais vous expliquer un peu ce que je veux dire par là. Alors en fait, au tout début de ces ateliers, je disais, essayez pas de venir ici dans une optique de vous améliorer. C'était un peu volontairement taquin que je disais ça. Parce que en fait, si on vient pour s'améliorer, mais qu'on s'améliore de manière inconsciente, on va faire que renforcer des mauvaises habitudes qui sont déjà en place. Si on veut vraiment s'améliorer, il faut plutôt agir à partir de principes. Il faut partir sur des bonnes fondations. Les principes, qu'est-ce que c'est ? Comme leur nom l'indique, c'est des choses qui sont principales, qui sont fondamentales. C'est des... Comme en physique, on a les principes de physique, c'est un peu les règles sous-jacentes qui font que tout fonctionne. Et on peut imaginer qu'en fait, pour nos vies, il y a aussi des principes. Il peut y en avoir plein. On peut décider d'en incarner certains. Un exemple de principe, par exemple, il y a le principe de la gravité. Alors il y a la gravité en tant que force physique, peut-être en tant que, si on fait de la physique fondamentale, on va trouver une particule, un graviton, tout ça, je parle pas de ça, je parle du principe de la gravité, qui précède même les manifestations physiques de ça, c'est-à-dire le principe. Pour un acrobate, saisir ce que c'est que le principe de la gravité, c'est vraiment utile. Alors en fait, on le saisit tous parce qu'on apprend tous à marcher. On apprend à marcher parce qu'on a compris ce principe de la gravité. Ok, les choses vont vers le bas. On l'a compris instinctivement. Mais on voit que quelqu'un qui va vraiment comprendre profondément ce principe et son fonctionnement, un acrobate, pourra faire des choses avec la gravité que nous ne peut pas faire. Ça va demander de l'entraînement pour vraiment s'aligner avec le principe et le comprendre dans notre expérience, pas juste intellectuellement, vraiment le vivre. Peut-être qu'un artiste devra vraiment être aligné au principe de l'observation, c'est-à-dire vraiment comprendre qu'est-ce que l'observation. Pas juste observer, mais s'aligner au principe. Alors, c'est peut-être un peu flou, je vais essayer de vous faire comprendre en continuant à vous donner des exemples, ce que j'entends par principe. Quand on veut accomplir quelque chose, chercher les principes et y adhérer nous économise énormément de temps et d'énergie. Cela nous permet d'avoir une vision claire et globale de la direction à suivre, au lieu d'avancer dans le brouillard. Les principes nous pointent du doigt la manière dont on doit penser et agir pour atteindre un but visé. Plus on apprend à être aligné avec le principe, moins on gâche nos efforts dans des poursuites vaines. Un scientifique pourrait vouloir être aligné au principe de la logique. C'est-à-dire, il fait sa démarche scientifique, et quand il y a des choses pas logiques, il dit « Ok, cette possibilité-là, je vois qu'elle n'est pas alignée au principe de la logique. Donc je l'évite, je ne vais pas m'aventurer dans ce truc-là. » Si on est écolo, on aligne notre vie avec le principe. Ça pourrait être le principe du minimalisme ou le principe de la sobriété. Donc on voit que c'est un principe qui se manifeste dans plein de domaines. Si on veut être sobre ou minimaliste, c'est quelque chose qui va jouer non seulement sur notre comportement, mais ça va aussi jouer sur notre état d'esprit. C'est un ensemble. On devient minimaliste, on s'aligne avec le principe. Plus on est aligné, plus on est efficace dans la poursuite qu'on vise.
Peut-être qu'un méditateur va devoir s'aligner au principe du lâcher-prise. Et l'appliquer tout le temps, au quotidien, dans sa vie, quand il médite, lâcher prise sur son corps, sur ses pensées, c'est à tous les niveaux. Vous voyez un peu ce que je pointe du doigt quand je parle de principe, je parle de quelque chose qui est global, qui sous-tend notre expérience. Est-ce que ça vous parle un peu? Tu peux donner des exemples? Je peux continuer à en donner. Peut-être qu'un ingénieur, quand il fait ses inventions d'ingénieur, il doit adhérer au principe d'efficacité. C'est-à-dire, ok, je vais créer des machines, et le but de mes machines, c'est qu'elles ne perdent pas de l'énergie inutilement. Il faut que je fasse des machines qui soient bien conçues. Il faut que les choses soient lisses. Il faut que l'avion soit aérodynamique. C'est efficace, il n'y a pas de perte. Les engrenages, ils s'emboîtent bien les uns dans les autres. Tout tourne bien. L'efficacité, elle se manifeste dans toute son invention. J'ai compris d'une certaine façon, mais je suis pas sûre si j'ai bien compris. Enfin, le principe, c'est comme ça. C'est plusieurs règles. D'abord, c'est de comprendre ces règles-là, et après de les appliquer. Par exemple, devenir quelqu'un, un ingénieur, il doit appliquer certaines règles pour arriver à un résultat. Alors c'est plus que des règles. Souvent, les règles découlent d'un principe. C'est une métaphore, mais oui, c'est ça. Alors, là, je parle juste des principes. Je dis pas comment les appliquer dans nos vies, mais effectivement, il y a ce truc-là. En fait, si tu veux faire, par exemple, un ingénieur, il veut faire un avion efficace, donc qui soit aérodynamique et qui vole tout simplement. En fait, quand tu veux faire une machine volante, il faut qu'elle réponde à certains principes. Et tu n'as pas le choix, en fait, tu dois créer ta machine de manière à ce qu'elle réponde aux principes. Donc c'est pas ton choix, c'est que tu dois t'aligner avec le principe. Et plus tu vas être aligné avec le principe, plus ta machine volante va bien voler. Et peut-être que de là, des règles vont découler. En fait, peut-être qu'en aéronautique, on a trouvé un ensemble de règles. En fait, ces règles-là, elles existent parce que on a essayé de s'aligner au principe de, je sais pas, c'est pas forcément que des trucs techniques. Hein. Si on travaille dans l'aide à la personne, par exemple, si on est psychologue, si on travaille avec des gens, peut-être qu'on peut dire, voilà, il faut que je m'aligne au principe de l'écoute. Et l'écoute, elle prend plein de formes. C'est pas juste écouter les mots, c'est être présent pour l'autre personne, être à l'écoute même de notre expérience, être à l'écoute, au sens large. Ce principe-là, il peut diriger notre vie ou au moins notre métier. Il n'y a pas qu'un seul principe pour une pratique, on peut en trouver plein. Un sportif, peut-être qu'il va dire il faut que je m'aligne au principe d'être relaxé. Il ne faut pas que j'ai les muscles tendus, sinon je perds de l'énergie inutilement dans mes muscles. Je suis dans la relaxation de l'esprit, du corps, tout. Je suis aligné avec la gravité. Je m'aligne avec le principe de la gravité. Je m'aligne avec le principe du calme, parce que j'ai pas besoin de stresser, je suis en train de faire mon mouvement. Les principes sont toujours vrais et bons. Hein. Alors, ils sont pas forcément bons, ils existent. À toi, libre de t'aligner avec eux ou pas. Par contre, l'idée d'un principe, c'est justement que c'est un truc toujours vrai. En tout cas, quand tu veux chercher un principe, c'est quelque chose, on va dire, très profondément vrai. Et c'est de là que découle tout leur intérêt. C'est qu'ils sont tellement généraux et vrais que justement, c'est pas des petites règles spécifiques, genre tu aurais le choix, par exemple, pour taper dans une balle de golf, vous pourrez mettre un ensemble de règles. Bouge le club comme ça. Ensuite, mets tes genoux comme ça. Mets ta tête par là. Regarde le sens du vent. Fais un mouvement à telle vitesse. Ça, ce sera un ensemble de règles. Donc, tu peux faire ça. Ou alors, te dire, ok, quels sont les principes du golf? C'est une forme de vérité. Et l'idée d'un principe, c'est qu'il tire sa puissance du fait d'être très fondamental. Souvent, on va retrouver, voilà, par exemple, j'imagine que dans plein de sports, des gens qui sont très bons en sport ont, de manière intuitive, saisi certains principes qui pourraient servir dans plein d'autres domaines du sport. En tout cas, la force du principe, donc on se rend compte qu'il est vrai même avant notre opinion. En fait, il ne nous demande pas notre avis. C'est comme ça, c'est tout. Si tu veux bien faire cette chose, aligne-toi au principe de cette chose. Donc, en fait, l'idée, la manière un peu plus poétique de le dire, c'est on est puissant quand on s'abandonne à des principes. C'est-à-dire quand on décide non seulement, en fait, on n'est plus une personne qui agit pour réaliser quelque chose, non, on est au service du principe. Ça, c'est vraiment puissant. Donc le principe, il existe à travers nos actions, mais il n'est pas ces actions. Il est ce qui dicte les actions. Si j'arrive à marcher comme un funambule, parce que j'ai bien saisi le principe de la gravité, de l'équilibre, etc., je ne suis pas la gravité. Le principe de la gravité dicte mes gestes. Mes gestes sont une manifestation spécifique du principe de la gravité.
et le principe de la vérité vit à travers moi. Donc on ne peut pas vraiment suivre un principe efficacement si on n'arrive pas à vraiment saisir profondément ce que c'est que ce principe. Il y a le film Dune, qui est sorti récemment, et il y a un moment qui est marquant dans le livre et dans le film, c'est les héros, donc qui sont de la lignée Bene Gesserit, qui sont un peu, on va dire, un peuple très contemplatif. Ils sont pris, donc ils sont dans un engin volant, ils sont pris dans une tempête. C'est une tempête qui est absolument meurtrière, ils sont presque sûrs de mourir. Mais quelqu'un leur a dit, allez-y, vous pouvez voler à travers la tempête. Ça ira bien pour vous, je sais que ça fait peur, mais abandonnez-vous à ça. C'est votre seule chance de vous en sortir, vous devez vous enfuir par là. Et en fait, ce que décide de faire le héros, c'est de juste lâcher les commandes. C'est-à-dire de s'abandonner au principe. Alors là, on pourrait dire qu'il s'abandonne peut-être au principe du courage. Ou au principe de la foi. On pourrait appeler ça comme on veut. Il s'abandonne à ce principe-là. Et il récite une sorte de mantra, qui est un peu le mantra Bene Gesserit sur la peur. Et c'est intéressant de voir la manière un peu poétique que l'auteur a de décrire quelqu'un qui s'aligne à un principe. Là, c'est le principe de lâcher prise sur la peur. Moi, j'appellerais ça le courage. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien. Rien que moi. C'est une illustration un peu poétique. Il y a quelque chose de fort dans le fait de s'abandonner, c'est que... Alors oui, on continue à suivre le principe parce que ça nous apporte quelque chose, donc c'est quand même pour de la survie, parce que c'est positif pour nous, mais d'une certaine manière, c'est quelque chose qui est aussi plus grand que nous. Donc c'est une façon un peu moins narcissique ou autocentrée de vivre sa vie. Un peu plus vraie peut-être, parce que les principes sont des choses très vraies. Quand on dit réussir sa vie, avoir du succès, qu'est-ce que vous appelez réussir votre vie? Est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce que le succès? Comment vous définiriez ça? Atteindre des objectifs. Ne pas avoir des regrets. Être présent à l'instant. Okay. Si je vous propose une sorte de définition, le succès, c'est la capacité à matérialiser notre intention. C'est-à-dire à donner forme à notre intention. J'ai quelque chose dans mon monde intérieur, dans mon état interne. Si j'arrive à lui donner forme, à ce que ça existe là, dans la matière, dans mon objectif, alors j'ai du succès. Mon intention, elle peut prendre plein de formes. Vouloir être dans un état de paix intérieure, vouloir impacter les gens ou impacter le monde, vouloir avoir une vie pleine d'aventures, vouloir avoir une vie pleine de partage. En tout cas, si j'arrive à matérialiser cette intention, alors j'ai ce que j'appelle du succès. Et donc notre intention, elle est plus puissante quand elle n'est pas parasitée par ce qu'on a vu avant, par de la peur qui vient sans cesse nous parler dans les oreilles, par du désir, et qu'on est juste là. Si le succès, c'est vraiment réussir à matérialiser notre intention, c'est-à-dire à manifester notre intention, parce qu'avant d'arriver à plier le monde entier à notre volonté, il faut déjà qu'on arrive à aligner déjà les aspects de nous-mêmes entre eux, c'est-à-dire j'ai ce que je pense dans ma tête et j'arrive à lui donner forme dans mes actions déjà. Avant de lui donner forme dans le monde, d'essayer de changer le monde entier, c'est déjà être aligné entre ce qui prend forme en moi et ce que je manifeste à l'extérieur. Donc déjà être aligné avec moi-même, ce serait déjà une première étape vers ce succès. Donc ça, c'est ce que j'appelle le principe d'intégrité, c'est-à-dire c'est comme un bâtiment, en fait. Un bâtiment, il est solide s'il a une intégrité, si les fondations sont bien alignées avec le reste des murs et tout ça. Tu ne peux pas avoir une partie qui soit décalée par rapport au reste, c'est du haut en bas, tout doit être aligné. Et voilà, c'est pareil, pour être efficace et suivre des principes efficacement, il faut aussi qu'on soit aligné, on s'aligne avec certains principes. Et donc avant, en fait, j'ai cité plein de principes divers et variés,
mais on peut choisir d'adopter certains principes comme des valeurs qu'on a pour nous. Donc ça reste des principes, mais c'est des principes qui nous tiennent à cœur et auxquels on peut peut-être décider de s'abandonner, agir au service du principe pour avoir une vie plus puissante. Des exemples de principes, je vous en donne quelques-uns, des exemples de valeurs donc, qui sont aussi des principes. On peut décider d'être aligné avec l'honnêteté, la créativité, la beauté, le courage, l'acceptation, la sécurité, l'honneur, l'excellence, la compassion, l'altruisme, la découverte, l'intelligence, la justice, l'écoute, la liberté, l'humour, la paix, la gratitude, la contribution. Je vais relire cette liste un peu plus rapidement. Essayez d'en garder un en tête qui vous plaît bien. J'aurais pu mettre aussi des plus grands principes qu'on entend souvent, comme la vérité ou l'amour, mais c'est des choses un peu trop grandioses. Là, c'est des choses qui sont terre à terre, mais qui peuvent déjà être des principes. Est-ce que vous en avez tous trouvé un qui vous intéresse un petit peu? Vous pouvez aussi en inventer un. Hein. J'ai une question. Ils sont tous des valeurs positives. Là, je vous propose des principes qui, à mon sens, sont puissants si tu t'alignes avec. Là, tu peux choisir autre chose que ce qu'il y a dans cette liste-là, c'est des exemples. C'est des exemples de principes puissants. Donc là, B, vous allez communiquer à votre partenaire, fais l'expérience de ton principe et communique-le-moi. Et petite pause aussi, donc vous observez les manifestations que ce principe aurait dans votre vie de tous les jours, dans différents domaines de votre vie, même les domaines très insignifiants du quotidien. Essayez de voir en quoi ce principe-là se manifesterait si vous vous y abandonniez. Allez-y. Merci. Donc là, en fait, vous voyez que les principes, ça peut peut-être être quelque chose de puissant. Mais en fait, ce qui est bien dans les principes, en tout cas dans ceux que j'ai choisis, c'est qu'ils sont tous normalement assez puissants. En fait, tout principe peut être utile à quelque chose. Et pour vous en convaincre, dernier exercice, je vais vous relire la liste, et dans la liste que je vous dis, vous y trouvez celui qui vous intéresse le moins, celui qui vous inspire pas, celui que vous aimez pas. La liste est peu positive pourtant. Il y en a bien qui vous intéresse moins que d'autres. S'il y en a un où vous dites, oh, ouais, prenez-le. Tournez-vous face à votre partenaire. Même exercice, B, communiquer l'instruction à votre partenaire, fais l'expérience de ton principe et communique-la moi. Allez-y. Merci. Voilà, ça c'est terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, et bien la prochaine fois on verra la différence entre... Donc là on a vu comment avoir une vie peut-être un peu plus puissante. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc la prochaine fois, on verra la différence entre le pouvoir et la liberté. Si vous voulez un spoiler, suivez-moi sur Instagram.